Un des meilleurs joueurs aussi sur le terrain, très mobile. Et les Italiens essaient par Bellugi ici, qui a pris le brassard de capitaine, de repartir, et une faute sur Lopez Ufarte, qui va se relever d'ailleurs. Sans trop de dommages. Villard est venu tirer ce coup franc. Pour Bellugi, qui n'a pu faire rien de mieux que d'expédier la balle en touche. Léal, toujours avec son plâtre. Il a depuis la rencontre avec Nantes, on se demande même si ce n'est pas un porte-bonheur ou un plâtre factice. Et Dany, encore lui, vous voyez, qui passe deux Italiens, qui parvient à centrer, mais là, il y avait deux autres défenseurs. Et Bordone. Le camp des dirigeants italiens, qui se disent qu'en 5 minutes, on peut peut-être remonter le handicap. Une défaite, ça ne fait plaisir à personne, même dans un match amical, même dans un match de préparation de Coupe d'Europe. Encore faut-il se trouver. Pulici a prolongé de la tête pour Maldera. Centre de Maldera, qui est là encore, bien entendu, Paolo Rossi, mais un peu trop tard. Arconada était le premier. Migueli. Alors que nous revoyons l'action. Maldera. Paolo Rossi, mais arrêt d'Arconada. Et les Espagnols, eux, voudraient aggraver le score. Pourquoi pas? Lopez Ufarte a lancé. Loin devant. Pour Cardenosa, qui a été obligé de sauter par-dessus Bordone pour l'éviter. Et l'attention d'Enzo Bearzot, qui demande à ses hommes de monter, de mieux occuper le terrain sur le front de l'attaque. Mais les Italiens ont quand même toujours une tendance à jouer un peu derrière et à lancer des éclaireurs devant, comme Pulici ou Paolo Rossi. Patricio Sala. Centre dangereux, tête Pulici, mais le gardien était là. Dangereux malgré tout ce centre, c'est une belle occasion pour les Italiens. Et une balle qui arrivait à terre, qui aurait pu être mauvaise au rebond. Mais Arconada avait bien réagi. Léal, qui avait laissé pour Olmo. Pas facile à passer Maldera de Milan. Bon arrière. Bordone pour son capitaine d'un instant, Bellugi. Rentrer la place de Manfredonia. Gentili qui avait trouvé Zaccarelli puis Pulici. Pulici, déviation pour Paolo Rossi. A pu récupérer encore ce ballon. Lance là-bas Paolo Rossi, bien crocheté, bien centré pour Patricio Sala. Toujours en position offensive, mais contré Patricio Sala au dernier moment. Et vous voyez combien Paolo Rossi se bat. Et Tardelli aussi. Tardelli aux prises avec Villard. Alors que M. Wurtz suit le ballon de près, de très très près. Le voici dans ses œuvres, M. Wurtz. C'est toujours un beau spectacle. Et puis nous sommes plus sensibles parce que malgré tout il est français et nous le connaissons bien. Voilà, les Espagnols y croient un peu moins. Là, ils laissent jouer davantage les Italiens. L'équipe italienne s'est malgré tout un peu renforcée. L'équipe espagnole s'est amoindrie, cela se sent. L'aviation de Pulici pour Bellugi. En position d'ailier droit. Un centre et il fallait priver Paolo Rossi de ce ballon. Il était tout près. On cafouille quelque peu au milieu de terrain. On attendait une supériorité des Italiens qui n'est pas venue. Mais ici, ils réagissent. Par Sirea, puis par Claudio Sala. Enfin, Paolo Rossi qui préfère cette fois-ci essayer de partir de loin.
Trouve un partenaire. Récupère. Lance Claudio Sala sur l'aile droite. Et centre du gauche, toujours pour la tête de Pulici. Ça n'est pas passé. Il récupère Claudio Sala. Quelle vitalité. Toujours en mouvement. C'est lui le vrai meneur de jeu en réalité. On attendait dans sa dernière minute son compère Zaccarelli et c'est Claudio Sala qu'on a vu relancer le jeu tout le temps. Alors que là-bas, Maldera est monté en position offensive et se bat avec son vis-à-vis Dani. Et Dani commet une faute. Faute que M. Wurtz sanctionne un carton jaune. Faute de Dani, dernière minute de jeu. Alors que Bearzot dit à tous ses joueurs, montez tous, il reste quelques secondes à jouer. Tous dans les buts. Coup franc, bien entendu, tiré par Claudio Sala, on s'en doutait un peu. Il fallait à tout prix tenter sa chance. C'est la dernière occasion, alors que Dani essaye encore de discuter de sa sanction avec M. Wurtz. Alors cette fois-ci, les Italiens sont tous dans les buts. C'est rare de voir une équipe italienne massée devant les buts, autant de maillots bleus, mais ils y sont. Claudio Sala, balle brossée, la tête de Pulici, elle était là, mais il n'a pas pu contrôler Pulici. Et c'était une des toutes dernières occasions de ces Italiens qui voulaient malgré tout au moins obtenir le match nul, ce qui était plus convenable. Alors que Kubala explique déjà à un reporter de la télévision espagnole comment s'est déroulée cette partie, ce qu'il en pense sur un des tout derniers dégagements du gardien Arconada et M. Wurtz siffle la fin de la rencontre. 2-1 donc pour les Italiens. Pour les Espagnols, pardon. Et nous n'avons pas vu vraiment l'équipe d'Italie. D'ailleurs, Michel Hidalgo nous met en garde et il a raison. On les verra peut-être contre les Français. Là, il y avait malgré tout beaucoup d'absents. Équipe expérimentale, beaucoup de joueurs ont changé. Et on n'a pas vu la véritable équipe italienne, en tout cas pas très motivée. Dans le nombreux courrier qui nous parvient tous les jours, beaucoup d'entre vous nous réclament les dates et les horaires exacts des matchs de l'équipe de France en Argentine. Ceci, je pense, pour prendre toute disposition utile pour y assister devant le petit écran. Alors, je vous les donne. Voici, retenez-les bien. Tout d'abord, le 2 juin, à Mar del Plata, France-Italie, à 18h45, heure française, diffusée sur TF1. En direct, bien entendu. Mardi 6 juin, à River Plate, Argentine-France, à 0h15, ou si vous préférez, minuit 15, sur Antenne 2. Samedi 10 juin, Mar del Plata, France-Hongrie, 18h45 sur TF1. Voilà, je pense que vous avez noté, 2 fois 18h45, une fois minuit 15. Ça, bien entendu, pour la phase préliminaire. Après, on verra le sort qui sera réservé à l'équipe de France. Les 32e de finale de la Coupe n'offrent plus de grands chocs. Et pour cause, les clubs de première division sont protégés. Autrement dit, ils ne peuvent pas se rencontrer les uns avec les autres. Mais il reste quand même toujours des premières divisions contre de deuxième division, et puis des chocs d'amateurs contre deuxième division ou première division. Tout ceci laisse quand même un suspense. Alors, nous allons nous rendre au stade de Saint-Ouen pour découvrir une équipe qui vient de très loin, 12 000 km, c'est un beau cadeau pour des footballeurs. C'est l'équipe de Saint-Pierre de la Réunion qui était venue un peu dans la brume parisienne affronter Angoulême sur le stade très gras de Saint-Ouen, et ça, ce n'est pas pour plaire aux joueurs de la Réunion. Nous allons les voir avec Didier Roustan, un espoir du service de... Heureux, les joueurs de Saint-Pierre le sont. Un long voyage, un très long même, puisque Saint-Pierre de la Réunion se trouve à plus de 10 000 km de Paris. Mais ben, il faut arrêter et remonter, hein. Voilà, bon, je crois que vous l'avez compris, inutile d'insister, si la régie m'appelle, si Solange Peter est au bout du fil, c'est bien qu'il y a un petit ennui technique, le sujet est bien parti, mais il n'était pas sonore. Alors des interviews qui ne sont pas sonores, avouez, ce n'est pas bien agréable. À la limite, on pourrait suivre le jeu, mais je vous disais que c'était Saint-Pierre de la Réunion, alors que l'on me rappelle à nouveau, veuillez m'excuser. Ah bon, on peut peut-être passer effectivement à portrait de Gerd Müller. Alors Gerd Müller, vous savez, il se passe un phénomène dans cette émission. Nous avons un peu de chance, il faut l'avouer, quand on en a. Dernièrement, nous sommes allés à Lens, filmer un match Lens-Bastia. Au lieu de mettre une caméra au sol derrière les buts de Bastia, ce qui était normal, nous l'avons mis derrière les buts de Lens en suivant plus particulièrement Johnny Rep. Johnny Rep a marqué 3 buts et a justifié le choix que nous avions fait.
Ensuite, nous avions invité dans cette émission Carlos Bianchi. Carlos Bianchi, 2 jours après, marquait 3 buts au Parc et justifiait tout à fait son passage à Nantes. Et là, nous avions envoyé une équipe en Allemagne, dirigée par Georges Dominique, pour mieux connaître ce grand buteur qu'est Gerd Müller. Et bien, Gerd Müller a choisi le moment où nos caméras étaient présentes pour marquer le 350e but dans le championnat. Donc, avouez que c'est un événement, et maintenant nous faisons plus ample connaissance avec de bombers, autrement dit, de bombardiers. Ne vous fiez pas à son sourire, cet homme est dangereux. Tenue favorite, les souliers à crampons, terrain d'élection, les pelouses de football. Sa tête est souvent mise à prix, mais Müller ne craint rien, il reste redoutable et efficace. On vous surnomme le bomber, le bombardier. Est-ce que ça vous fait plaisir? Bien sûr, j'aime bien, mais je crois que bombardier est un petit peu impropre, car en fait, je ne tire jamais à 16, 20 ou 25 mètres. Sa démarche s'apparente à celle d'un ourson ou d'un pingouin, mais de près ou de loin, il ne fait pas de détails. Plus de 650 buts depuis le début de sa carrière, des buts assortis de tous les titres auxquels un footballeur puisse rêver. Champion du monde et d'Europe avec l'équipe d'Allemagne, avec le Bayern, Coupe intercontinentale, 3 Coupes d'Europe des champions, la Coupe des Coupes, Championnat et Coupe d'Allemagne. Enfin, sur un plan personnel, buteur numéro 1 de la Coupe du Monde 70 au Mexique et soulier d'or européen. À 32 ans, on peut difficilement faire mieux. Depuis 1974, il a décliné toute sélection en équipe nationale, mais il reste néanmoins le meilleur buteur de sa génération et sans doute l'attaquant le plus efficace de l'histoire du football. Où réside votre force? C'est surtout à l'intérieur de la surface de réparation. Là, ma vitesse me permet de gagner quelques dixièmes de seconde sur mes adversaires. On connaît le Müller sans barbe et le Müller barbu. A-t-elle une signification? Pendant les vacances, je me suis simplement laissé pousser la barbe, ça m'a plu et depuis je la conserve. Herr Müller, un monsieur qui fait rêver les jeunes, mais un footballeur sans histoire, venu au Bayern à l'âge de 18 ans. À 11 ans, à l'école, j'ai commencé comme attaquant de pointe, ça marchait bien, je marquais beaucoup de buts, je suis donc resté avançant. Mais comment voit-on qu'un jeune est fait pour être avant-centre ou non? Je crois qu'il faut attendre qu'il ait 10-11 ans pour le savoir. Ceux-là sont beaucoup trop tendres encore. Il faut d'abord qu'ils s'entraînent beaucoup. On voit alors comment ils se débrouillent avec la balle et s'ils ont le sens du but. Et pour chacun, on trouve le poste idéal. Les jeunes s'amusent, les aînés se divertissent, mais pas pour très longtemps. Malgré la neige, les camps vont avoir chaud. 1h15 de préparation physique répartie en une série de sprints et d'exercices. Malgré les apparences, rien à voir avec un ballet. L'effort dépasse l'énergie brûlée au cours d'un match. Müller et son Bayern, nous avions rarement vu une préparation aussi poussée. Où réside la force de Gerd? Sa force, c'est son incroyable sens du but que personne encore n'a pu acquérir. Il a d'incroyables petites rotations. Il sait où va atterrir la balle et là, il pourra la contrôler, car personne au monde de cela n'est capable. Sa force, c'est déjà de marquer beaucoup de buts. Il est vif, il tire bien, il est bon de la tête, le bagage idéal de l'avant-centre idéal. Mais surtout, il a le sens du but. Il sait éliminer l'adversaire et peut armer très rapidement. Sa force est qu'il sait se contenter d'un espace réduit pour marquer. À 6, 7 ou 8 et même 10 mètres des buts, dès qu'il touche le ballon, ça rentre presque à tous les coups. Qu'il touche de la tête, du genou, de l'épaule, la balle finira le plus souvent au fond des filets.
C'est sa vivacité, ses foulées réduites et nerveuses. Il pivote court, sa rapidité de réaction. Enfin, celui qui fit plier Saint-Étienne en finale européenne. Sa force, c'est dans la surface de réparation, surtout entre 8 et 14 mètres. Sa rapidité, ses rotations, son instinct du but sont terriblement efficaces. À Glasgow, le Bayern a été heureux et Saint-Étienne malheureux? Oui, si Saint-Étienne avait gagné, cela n'aurait pas été complètement injuste. Ils ont su se créer des occasions, mais je dois avouer qu'ils ont eu peu de chance. Mai 77, coup de tonnerre au Bayern. L'Allemagne tressaute, dernier match de son Kaiser. Beckenbauer s'expatrie aux États-Unis. Vous étiez triste ce jour-là? Oui, pas vraiment triste, mais je serais heureux si Franz jouait encore aujourd'hui au Bayern. Pendant 13 ans, nous sommes restés ensemble, nous nous entendons bien et c'est toujours dommage qu'un joueur de sa place s'en aille. Et si le Cosmos et les USA vous demandent, Gert? Je remplirai mon contrat au Bayern jusqu'en 1979. Si le Cosmos se présente, j'aviserai à l'heure. Oui, c'est possible, mais seulement après 1979. Laissons l'avenir en réserve et penchons-nous sur le présent. Voici le dernier match du Bayern. En face du capitaine Müller, celui de Brême. Bayern Munich contre Werder Bremen, c'était samedi dernier. Dans la Bundesliga, la première division allemande qui compte 18 clubs, c'est déjà un match de mal classé. L'ancien champion d'Europe n'est que 13e, alors que Brême occupe la 16e place. Il fait froid, la pelouse chauffante a fait fondre la neige. Avec ses 12 000 spectateurs éparpillés sur son béton, le stade olympique fait grise mine. Les supporters du Bayern font la moue, ils sont rassasiés et repus, un peu à l'image de leurs idoles. C'est le temps des vaches maigres et la trésorerie risque d'atteindre la côte d'alerte. Mais sur le terrain, les Rouges se fâchent. 17e minute, but de Rauch, 1-0 pour le Bayern. 29e minute, centre d'Oblak, une tête de Rummenigge, 2-0. Brême va le réduire à 2-1. Puis, 60e minute, Rummenigge-Müller, 3-1. Un but typiquement à la Müller, mais un but qui compte, son 350e en championnat d'Allemagne. Où déniche-t-il ses capacités? Les jambes sont très puissantes mais courtes, son centre de gravité est plus bas que la normale, une morphologie qui peut expliquer son démarrage foudroyant. Il se relève et pivote plus rapidement que les autres. Gerd Müller, toujours en mouvement, prêt à éclater. Le dos tourné au but, il fixe l'adversaire et sert remarquablement ses partenaires. Une taille moyenne, mais une détente supérieure. Et puis, le flair, toujours là où il se passe quelque chose. Enfin, et par-dessus tout, une volonté de tous les instants, Müller sème la terreur, alors tous les moyens sont bons pour l'en empêcher. Aussi, nous vous proposons ce corps à corps où les maillots ont besoin d'être très résistants. Une vedette, ça change souvent de club et vous, vous êtes toujours fidèle au Bayern. Alors pourquoi? Je me sens bien au Bayern. Je suis arrivé ici à 18 ans, j'en suis à ma 13e saison et je l'aime toujours le Bayern. Marié et père d'une fillette, Gerd Müller réside à 15 km de Munich. Un pavillon à la mesure de sa modestie. Après le football, Gerd, qu'allez-vous faire?
Je jouerai encore ici pendant 1 an et demi, j'ai 2 magasins de sport et j'espère qu'il y en aura 5 ou 6. En Argentine, est-ce que les